Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette photo date d'avril 2021. L'actuel dirigeant égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, assistait au défilé de 22 momies de rois et reines d'Égypte, transportées sur des chars vers le musée national de la civilisation égyptienne du Caire. Al-Sisi aime réveiller ce passé pharaonique de l'Égypte à l'occasion de mises en scène grandioses, comme pour souligner une tradition d'hommes forts qui, des pharaons jusqu'à lui, serait continue. L'occasion pour nous d'organiser de notre côté un défilé de ces dirigeants de l'Égypte contemporaine, de Mehmet Ali à Al-Sisi, en passant par Nasser, Sadat, Moubarak et Morsi, pour nous demander s'il existe un modèle politique égyptien caractérisé par l'obsession de l'indépendance, de l'autorité et de la grandeur. Sortons nos cartes. 1805, Mehmet Ali, un officier ottoman, prend le pouvoir, s'émancipe rapidement de Constantinople et fait entrer l'Égypte dans la modernité. Sous le règne de Mehmet Ali et de ses successeurs, d'importants travaux voient le jour. Une ligne de chemin de fer, la première sur le continent africain, reliant le Caire à Alexandrie dès 1856, la construction d'un premier barrage sur le Nil en 1862 et surtout le percement du canal de Suez qui s'achève en 1869 et permet aux bateaux en provenance de l'Asie de gagner de 7 à 10 jours de navigation vers l'Europe. Mais ces grands travaux nécessitent d'importants capitaux qui sont fournis à l'Égypte par les Français et les Anglais. Ces derniers profitent de la faiblesse financière de l'État égyptien pour le mettre sous tutelle. Une tutelle qui ne cesse qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage du mouvement de décolonisation au mois de septembre 1952, après qu'un groupe d'officiers renverse le roi Farouk, proclame la République et expulse du pays l'armée britannique. Parmi ces officiers, il en est un qui rêve de redonner son panache à l'Égypte éternelle, c'est le jeune Gamal Abdel Nasser. Il accède au pouvoir à 36 ans en 1954, met les oppositions hors la loi et instaure un régime de parti unique. À l'international, Nasser est à l'origine, aux côtés de l'Inde et de la Yougoslavie, avec Nehru et Tito, du mouvement des 120 pays non alignés qui refusent de choisir un camp dans la guerre froide que se livrent l'Union soviétique, les États-Unis et leurs alliés. Une position qui ne plaît guère aux Américains, d'autant que Nasser essaie en secret d'acheter des armes aux Soviétiques par l'entremise des Yougoslaves. En représailles, en 1956, Américains et Anglais retirent leur offre de financement du nouveau barrage d'Assouan, dont Nasser a cruellement besoin pour nourrir une population qui ne cesse d'augmenter et pour produire de l'électricité. Une semaine après l'annonce des Anglo-Saxons, le président égyptien contre-attaque, nationalise le canal de Suez, dont les actionnaires sont principalement français et britanniques. La France et la Grande-Bretagne, appuyées par Israël qui veut garantir le droit de passage de ses navires, lancent alors une attaque visant à reprendre le contrôle du canal et à renverser Nasser. Mais devant la pression de l'URSS et des États-Unis, les trois pays doivent se retirer et abandonner aux Égyptiens l'exploitation du canal. Cette victoire diplomatique donne des ailes à Nasser, qui se rêve alors en leader d'un monde arabe uni. Ce panarabisme va prendre un tour très concret avec la fusion de l'Égypte et de la Syrie en une république arabe unie en 1958. Une union à laquelle les Syriens renonceront dès 1961 devant l'autoritarisme de Nasser et devant ses nouvelles orientations résolument socialistes, avec la nationalisation des secteurs clés, notamment dans l'industrie, la construction de logements sociaux, la création d'un système d'assurance maladie et la mise en place du planning familial. 1967, pour tenter de renforcer son influence auprès des autres pays arabes, Nasser va tenter un coup de poker avec la Syrie et la Jordanie. Il commence par bloquer le détroit de Tiran qui permet aux Israéliens l'accès à la mer Rouge, puis il déploie des troupes dans le Sinaï. Israël lance alors une attaque surprise préventive, elle cloue au sol les aviations égyptiennes, syriennes et jordaniennes avant de se lancer dans une offensive terrestre qui lui permet notamment d'occuper le Sinaï. Pharaon déchu, Nasser s'éteint en 1970. C'est Anwar al-Sadat, son vice-président, qui lui succède et inaugure à sa place le barrage d'Assouan en 1971. Un projet colossal qui permet de tripler le rendement des cultures pratiquées et d'élargir considérablement la zone d'irrigation.
Mais sorti de ce grand projet initié par son prédécesseur, Sadat rompt avec le nasserisme. Il opte pour une libéralisation à tout crin de l'économie, se rapproche des États-Unis. Il instaure un régime de multipartisme limité et pour s'attirer les bonnes grâces des élites traditionnelles, fait reconnaître la charia comme l'une des sources du droit égyptien. En 1973, soucieux de contenter la fibre nationaliste égyptienne, Sadat se lance avec la Syrie dans une nouvelle guerre contre Israël afin de récupérer le Sinaï. La situation tourne une nouvelle fois au désavantage des Égyptiens, mais les États-Unis et l'URSS imposent à nouveau un cessez-le-feu. Le retour du Sinaï dans le territoire égyptien ne sera finalement réglé qu'en 1979 en échange d'un traité de paix signé avec Israël. Une reconnaissance tacite d'Israël qui sera fatale à Sadat, assassiné en 1981 par des militants islamistes. Pendant son mandat, Sadat avait lui aussi lancé de grands chantiers, au succès mitigé. Le canal Al-Salam, censé connecter le Sinaï au reste du pays, le canal de Touchka pour développer l'agriculture et relier l'oasis de Karga, une future capitale baptisée Sadat City qui ne connaîtra jamais le développement espéré. Sadat assassiné, c'est son vice-président Hosni Moubarak qui lui succède. C'est aussi un militaire, mais il prend ses distances avec les mouvements islamistes sur lesquels Sadat s'était appuyé. Réélu sans discontinuer pendant 30 ans à la tête du pays, Moubarak achève de détricoter le programme social de Nasser à travers des projets d'infrastructures et de zones économiques spéciales qui profitent principalement à sa famille et à ses proches. Le lien va se rompre progressivement avec la société égyptienne et c'est ce qu'on va voir maintenant. La réussite économique la plus notoire de Moubarak est le développement balnéaire autour de la mer Rouge, surtout dans la région de Sharm el-Sheikh. Mais ces années, Moubarak voit aussi la contestation monter et sont émaillées de nombreux attentats islamistes, notamment sur les sites touristiques. 2011, le mécontentement débouche sur une insurrection qui démarre au Caire. Moubarak est renversé à l'issue de 18 jours de mobilisation populaire sans précédent. Ce sont les folles journées de la place Tahrir, relayées par des manifestations dans d'autres villes qui laissent entrevoir un espoir démocratique. Mais lors des élections qui se tiennent en 2011, ce sont les islamistes qui raflent la majorité des sièges au Parlement. Et c'est Mohamed Morsi, du Parti des Frères musulmans, qui est élu président en juin 2012, donnant aux islamistes un pouvoir après lequel ils courent depuis plus de 80 ans. Un résultat dû au soutien massif des populations délaissées, situées loin des grands centres urbains où l'islam militant a prospéré pendant des années. Seulement à partir de novembre 2012, la contestation reprend de plus belle. Les populations du centre du pays rejettent les islamistes de peur de voir la charia étendre son influence sur le droit égyptien. En juin 2013, d'énormes manifestations donnent l'opportunité au ministre de la Défense Abdel Fattah al-Sisi de démettre le président Morsi de ses fonctions. L'armée est de retour aux manettes. Sisi s'arroge tous les pouvoirs. Le mythe de l'homme fort qui va sauver le pays est de retour, tout comme la dictature et la répression. Comme ses prédécesseurs, Sisi cherche à faire face aux problèmes intérieurs endémiques du pays à l'aide de projets pharaoniques. Doublement du canal de Suez en 2015, construction d'un grand musée égyptien à Gizeh, ligne de TGV, zone franche qualifiée, enfin construction d'une nouvelle capitale de la superficie de Singapour en plein désert entre le Caire et la mer Rouge pour désengorger l'actuelle capitale. Pour financer sa politique et assurer sa sécurité, Sisi noue de nouvelles alliances à l'international, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, auprès desquels il contracte des prêts. La Russie, ancien allié délaissé sous Moubarak au profit des États-Unis, qui lui fournit une grande partie de son blé, la France qui lui vend des armes, et surtout la Chine, qui investit massivement en Égypte dans la perspective de ces nouvelles routes de la soie. Mais la tâche qui attend le nouvel autocrate égyptien est rude. La population du pays est passée de 20 millions d'habitants en 1952 à un peu plus de 100 millions en 2021. 90% de la population vit dans les 5% du territoire qui borde le Nil et la moitié de la population du pays a moins de 25 ans, durement frappée par le chômage et la pauvreté.
Le pays est dans une dépendance alimentaire absolue, 60% de ses besoins sont importés, la mettant à la merci des fluctuations internationales, comme lors de la récente guerre en Ukraine. S'ajoute à cette dépendance alimentaire un problème hydrique majeur. Avec l'aménagement en amont du Nil, notamment en Éthiopie, le barrage de la Renaissance risque à terme de réduire la surface agricole en Égypte de 67%. Voilà pour ce voyage au pays des pharaons d'hier et d'aujourd'hui, avec cette succession de dirigeants qui se sont nourris de cette période pharaonique et de ses rêves de grandeur, autour d'un fleuve, le Nil, dont tous ont voulu tirer profit. Entre monde africain et monde arabe, l'Égypte, ce pays stratégique, a produit une succession d'hommes forts qui ont beaucoup cherché à redonner au pays sa centralité, se heurtant pour cela à des puissances régionales rivales, aujourd'hui la Turquie d'Erdogan, ou ne pouvant échapper à l'influence de grandes puissances mondiales, URSS, États-Unis, Washington, dont le Caire se rapproche d'ailleurs de nouveau en cette décennie 2020 pour faire face à 3 nouvelles menaces, les tensions autour du Nil avec l'Éthiopie, la menace djihadiste régionale et en interne, une population jeune et bouillonnante, lasse d'être dirigée par des pharaons. Nous avons préparé avec lui cette émission le chercheur Clémence Teher. Il est l'auteur de ce livre consacré au rôle des armées en Turquie et en Égypte. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.